La parole est à Madame Dominique Orliac pour 15 minutes. Merci, Monsieur le Président, Mesdames les ministres, Madame la Présidente de la Commission des affaires sociales, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, ce projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 s'inscrit dans un mouvement d'effacement progressif des déficits de la sécurité sociale, mouvement initié à travers la loi de finances rectificative de 2012 et la loi de financement de sécurité sociale pour 2013. Ce texte proposé par le gouvernement fixe le déficit du régime général et du Fonds de solidarité vieillesse à 12,8 milliards d'euros en 2014 contre 16,2 milliards d'euros en 2013, l'effort d'économie reposant essentiellement sur la branche maladie, la plus déficitaire des 4 branches de la sécurité sociale. Parmi les mesures importantes figurent les 800 millions d'euros de rentrée liés au décalage de 6 mois de l'actualisation des pensions de retraite auquel le groupe 2RDP s'était fortement opposé. 500 millions d'euros de réduction de frais de gestion des organismes de la sécurité sociale, 200 millions d'euros d'économies sur les dépenses de la branche famille et 2,5 milliards d'euros d'économies pour la branche santé viennent renforcer ce dispositif. Disons-le d'emblée, ce PLFSS ressemble vraiment au précédent, tout du moins en ce qui concerne le volet maladie. Nous notons que cette année encore, les économies viseront le médicament. Ce dernier a été depuis longtemps la variable d'ajustement facile, à savoir 15% du budget de la santé et en moyenne plus de 50% des économies des différents PLFSS, avec une recette aux alentours d'1 milliard d'euros cette année encore. Cela place l'industrie pharmaceutique en première position concernant les contributeurs aux économies de la branche maladie, alors que d'autres pistes d'économie auraient pu être trouvées, car force est de constater que le décret d'application concernant la recommandation temporaire d'utilisation économique pour un traitement de la dégénérescence maculaire liée à l'âge aurait peut-être, après avis de la NSM, pu permettre à l'assurance maladie de ne pas gaspiller 400 millions d'euros en 2012. Pour le groupe 2RDP, la politique de santé ne se limite pas à la gestion des crises sanitaires, à la surveillance des dépenses, voire à la limitation des dépassements d'honoraires ou à une réforme de l'hôpital jamais réalisée. Il faut avoir le courage d'une refondation nouvelle, car les paramètres classiques de la santé ont changé. C'est encore plus nécessaire alors que l'industrie du médicament est rentrée en récession en 2012. Ce qui était déjà difficilement supportable sur un marché en croissance est maintenant insupportable sur un marché en recul, alors que nous vivons aujourd'hui une crise financière très importante. L'industrie de santé doit redevenir créatrice d'emplois et exportatrice. Et il devrait y avoir, selon le Premier ministre qui avait déclaré en juillet, lors du comité stratégique des industries de santé, une meilleure coordination entre les politiques publiques et les stratégies industrielles pour éviter un décalage de compétitivité économique et scientifique dommageable. Cependant, Madame la Ministre, votre PLFSS va à l'encontre de ces déclarations. La contribution des complémentaires santé, d'autre part, à la hauteur de 150 millions d'euros engagés, c'était il y a 1 an, en faveur du développement des nouveaux modes de rémunération, en particulier pour les médecins traitants, c'était un engagement conventionnel, sont aujourd'hui à l'ordre du jour et cela compromet ainsi la poursuite de l'engagement de ces complémentaires santé. Les décotes de tarifs pour les radiologues et biologistes, la maîtrise médicalisée, la baisse du prix des génériques, qui devrait être couplée au déplafonnement de la remise à 17% par souci de transparence, afin que les baisses ne soient pas supportées uniquement par l'officine. Je rappelle le rôle important de santé publique que jouent les pharmacies d'officine par leur maillage du territoire, essentiellement en milieu rural. L'officine doit évoluer vers une véritable profession de santé et être un partenaire essentiel pour le parcours de soins. Si par contrat, on lui en donne les moyens, ce n'est aujourd'hui pas encore le cas. Même la nouvelle rémunération à l'honoraire est actuellement bloquée. Le rôle de la télémédecine pour les pharmaciens est essentiel. Cette omission a été rattrapée par la Commission et je m'en réjouis. Madame la Ministre, votre PLFSS 2014 souhaite la mise en place des expérimentations sur la dispensation des médicaments à l'unité. Même si vos déclarations avec, il me semble, 1,5 kg par Français par an de médicaments périmés peuvent faire une image choc, cette orientation n'ira sans doute pas dans le sens que vous souhaitez.
Cette dispensation est pratiquée dans plusieurs pays comme la Suède, la Norvège, le Canada, par des pharmaciens qui sont rémunérés pour cette tâche. Toutes les études montrent que cela n'a pas évité le gaspillage, la cause principale n'étant pas le boitage, mais l'arrêt des traitements en cours ou les prescriptions inadaptées. Une dernière étude de pharmacologues français a confirmé cette analyse. La France a le plus fort taux de consommation de médicaments par habitant, mais c'est aussi le pays où les prescriptions non conformes sont les plus fréquentes. Une étude nationale générale serait peut-être utile pour mesurer l'ampleur de leurs conséquences sur la population. Par ailleurs, les conditionnements décidés par la HAS sont adaptés à la prescription et à la durée de traitement avec les recommandations réglementaires d'observance. En ce qui concerne les médicaments génériques, la substitution associée aux tiers payants et l'action des pharmaciens s'est avérée efficace, mais dès 2015, il faudra penser que les pertes de brevets seront significatives. Il y aura un palier et vous n'aurez plus comme levier que la pression sur les prix, avec pour conséquence la concentration des laboratoires de génériques et leur possible délocalisation. Une véritable politique industrielle et de recherche sur le médicament est nécessaire. Depuis des années, excepté le crédit impôt recherche, rien n'a été fait, à la différence de nombreux pays, pour la mise en place d'une véritable politique pour renforcer la collaboration recherche privée, recherche publique, pour une politique du prix soutenant les brevets nationaux. Cette industrie représente 7 milliards d'euros positifs en commerce extérieur. Elle représentait le double il y a 4 ans et à cela s'ajoute une perte grave de brevets nationaux. Nous sommes déjà tributaires de l'étranger pour les nouvelles thérapeutiques. En ce qui concerne les biosimilaires, nous sommes dans un domaine émergent. Avant une décision aussi rapide, aussi inédite, comme le montre la complexité de cet article, il serait utile, en effet, d'avoir un vrai débat scientifique global initié par votre ministère ou la Haute Autorité de Santé. En ce qui concerne les dispositifs médicaux, une économie de 120 millions d'euros est prévue. Le tissu industriel français dans ce domaine est fait de PME qui peuvent subir les conséquences de ces économies. Elle serait alors à la merci de grands groupes internationaux, ce qui pénaliserait notre indépendance nationale. Comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, la sécurité dans le domaine des dispositifs médicaux doit être une véritable préoccupation. Sécurité et efficacité de ces produits de haute technicité doivent être prouvées. Enfin, je voudrais insister sur les problèmes de sécurité en matière de médicaments, car des événements récents montrent que la loi Bertrand sur la sécurité sanitaire, votée à la suite de l'affaire Mediator, n'est pas du tout adaptée à la demande actuelle de la population. Les problèmes se succèdent. Le dossier PIP, les pilules de 3e génération, déremboursées en France et agréées par les instances européennes. Le débat sur les statines, avec les risques majeurs en cas d'arrêt. 1000 décès seraient en jeu d'après la récente étude Evans. Les débats sur les nouveaux anticoagulants oraux, le Vectarion, produit retiré malgré la réticence de certains experts, le Thiotepa, anticancéreux retiré par la NSM, mais réautorisé pour un nouvel exploitant par la même agence. Des efforts ont été cependant faits à la NSM, mais le système de surveillance des médicaments reste largement perfectible. Il y a 7 agences qui se chevauchent ou se concurrencent. Il faut rationaliser. L'ONDAM, historiquement bas, fixé à 2,4% pour les soins de ville et à 2,3% pour l'hôpital, suppose 2,5 milliards d'euros d'économies par rapport à l'évolution spontanée des dépenses. Concernant l'ONDAM médico-social, fixé à 3%, inférieur à celui de l'an passé, celui-ci ne couvrira certainement pas l'augmentation des salaires et des prix. La modification, d'autre part, de la répartition de la CSG entre la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et le Fonds de solidarité vieillesse, à partir de la contribution additionnelle prélevée à hauteur de 0,3% sur les retraites et les pensions d'invalidité, privera de près de 1 milliard d'euros spécifiquement la future réforme de l'autonomie. Heureusement, la Commission a modifié partiellement cet article. Le groupe de RDP constate toutefois que le renforcement des soins de premier recours est affiché comme un élément important, en cohérence avec la stratégie nationale de santé. Le financement facilité des coopérations libérales, la généralisation des rémunérations des équipes pluriprofessionnelles, l'amélioration de la couverture maternité des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés seront donc des points clés concernant votre recentrage proposé sur les soins primaires. La réforme de la T2A, annoncée de longue date,
La fin du tout T2A contribuera par l'évolution du financement des hôpitaux à la définition d'un véritable service public territorial de santé avec un mécanisme de dégressivité tarifaire. Nos hôpitaux de proximité attendent avec impatience cette réforme. Nous saluons les mesures prises concernant l'aide au sevrage tabagique des jeunes âgés de 20 à 25 ans. Cependant, des mesures éducatives chez les plus jeunes, beaucoup plus jeunes, seraient utiles et intéressantes. De plus, la taxation des boissons énergisantes doit être considérée comme une mesure de santé publique. Nous saluons également les mesures prises quant à la contraception des mineurs. Cependant, des mesures votées au Sénat dans le cadre du projet de loi relatif à la consommation qui concernent directement la santé, comme la vente libre des tests de grossesse ou des lentilles de contact, est très inquiétant. Qu'un pan entier de la santé soit discuté dans le cadre d'un projet de loi relatif à la consommation et non dans le cadre d'une loi de santé publique apparaît difficilement compréhensible. Ce PLFSS ne marque donc pas de rupture conceptuelle et ne comporte pas de modifications radicales. Les taxes conjoncturelles et répétitives ne sont pas des réformes structurantes. Nous n'avons pas changé d'avis, nous le souhaitions déjà lorsque nous étions dans l'opposition. Toutefois, vous avez mis en place une stratégie nationale de santé. Nous partageons ces orientations, mais votre PLFSS 2014 ne la finance pas et de ce fait, une réforme profonde de notre politique de santé risque d'être reportée dans le futur. Ce texte devrait être l'occasion de clarifier les relations entre l'État, l'assurance maladie, les assurances et les complémentaires santé, les industriels de la santé, les professionnels de la santé prescripteurs et les usagers. Madame la ministre, lors de la discussion du PLFSS 2013, vous nous aviez promis des réformes structurelles réelles et ce PLFSS 2014 ne répond en rien à cela. Il nous faudra, en tant que législateurs, apporter des réponses concrètes au défi majeur qui est le nôtre. Créer les conditions d'accès à des soins de qualité et de proximité pour tous nos concitoyens, particulièrement pour les jeunes, pour les étudiants. Cela demande une refondation nouvelle que nous attendons car les paramètres classiques de la santé ont changé et nous allons donc suivre attentivement l'évolution de ces débats. Je vous remercie.